Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, nous avons appris hier que le garde des Sceaux, mis en examen depuis juillet 2021, était renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il a fait un pourvoi en cassation. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration. Je vous remercie. Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Alors j'ai pris acte de la décision rendue hier dans le cadre de la procédure engagée contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Et voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif. Et je le rappelle, l'indépendance de l'institution judiciaire est un principe cardinal de notre démocratie. La présomption d'innocence en est un autre pilier. J'ai pleinement confiance dans notre démocratie et dans notre justice. Je vous remercie. Président Vallaud, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, je vois poindre, et peut-être vous avec moi, un conflit d'intérêts. Dans quelques mois, l'actuel procureur général près de la Cour de cassation prendra sa retraite et le président de la République lui nommera un successeur sur avis du garde des Sceaux, ici justiciable. Il y aura deux difficultés, Madame la Première ministre. D'abord, ce nouveau procureur général aura à connaître probablement du pourvoi en cassation du garde des Sceaux. Il aura, s'il était décidé d'un renvoi devant la Cour de justice de la République, à connaître de l'affaire qui occupera à nouveau le garde des Sceaux justiciable. Dans quelle démocratie peut-on d'une certaine manière participer au choix de ces magistrats? Je vous pose la question dans un souci, je pense, partagé, d'indépendance de la justice, de respect de tous les droits, y compris ceux de la défense, et j'y vois aussi une condition de présomption d'innocence. Je vous remercie. Madame la Première ministre. Alors, pour répondre à votre question, d'une part, je voudrais noter que, contrairement à ce que certains peuvent soutenir, le garde des Sceaux n'est pas empêché. Le ministère de la Justice fonctionne, il est pleinement engagé, il avance, il se transforme, il voit ses moyens renforcés à un niveau inédit. Il se déploie sur l'enjeu de sécurité, de justice du quotidien, et il participe pleinement à la mobilisation de mon gouvernement contre la délinquance. Mais par ailleurs, je vous précise également qu'un dispositif de déport a été mis en place. Le principe est simple, il n'y a aucune interférence et il n'y aura aucune interférence dans le suivi des dossiers dans lesquels le garde des Sceaux est impliqué, soit en tant que justiciable, soit dans ceux dont il aurait pu connaître en tant qu'avocat. Ce dispositif est exigeant, il me conduit à piloter directement une série de sujets et vous aurez certainement pu constater dans les dernières semaines que seul l'intérêt général et l'exigence d'impartialité guident les décisions du gouvernement. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Femmes, vie, liberté. Voici ce que résonne depuis plusieurs jours dans les rues de Téhéran, Chiraz et d'Ispahan et partout ailleurs en Iran. Plus qu'un slogan, c'est un cri, un appel puissant, courageux pour une liberté, pour la liberté, depuis trop d'années bafouées. Femmes, je veux aujourd'hui rendre hommage à toutes ces femmes, ces jeunes Iraniennes, rejointes désormais par de nombreux jeunes Iraniens qui bravent la mort et manifestent chaque soir contre l'oppression d'un système en place. Ces femmes qui, chaque jour, au travers de leur combat, réaffirment leur soif d'émancipation. Vie, c'est ce que la police des mœurs a ôté le 16 septembre dernier à Mahsa Amini, iranienne de 22 ans, pour les quelques cheveux qui dépassaient de son voile. Depuis, ce sont des dizaines de femmes qui ont connu le même sort. Liberté, c'est ce que demandent les Iraniennes à travers leurs mouvements, la liberté de disposer de leur corps, de porter les vêtements qu'elles seules trouvent appropriés et de pouvoir enfin se sentir libres au travers du port ou du non-port du voile, selon leur propre volonté.
Le 21 septembre 2022, seulement 5 jours après la mort de Mahsa Amini, le président de la République s'affichait officiellement aux côtés d'Ibrahim Raïssi, tête du régime iranien et responsable de la répression en cours. Alors ma question, je vous demande, Madame la Ministre, avec ce choix politique, quel est le message que le gouvernement envoie au reste du monde et surtout quel est le message que le gouvernement envoie au peuple iranien? Bravo, bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Kelwa Hachi, le nom de Mahsa Amini est connu désormais dans le monde entier, en effet. Et depuis son décès, le mot de liberté est également sur toutes les lèvres en Iran. Alors nous avons condamné sa mort, condamné les violences, condamné la répression. Je l'ai dit, je le redis. Et votre question, Madame la députée, m'offre aussi l'occasion de revenir sur l'action de la France au sein de l'Union européenne depuis ces événements. Action, je le disais d'un mot tout à l'heure, qui vise à répondre à la répression en ciblant les responsables de celle-ci, en les tenant pour responsables de leurs actes. Ne vous y trompez pas, de telles mesures peuvent avoir un impact sur les décideurs du régime en Iran, alors qu'ils s'appliquent à réprimer d'un côté et ils envoient de l'autre, nombre d'entre eux en tout cas, leurs enfants vivre en Occident. Il s'agira de geler leurs avoirs et geler leur droit à voyager. Voici ce qui est en cours. Vous m'interrogez par ailleurs, Madame, sur les contacts que la France entretient avec ce pays qu'est l'Iran, y compris au niveau du président de la République et du président iranien. Permettez-moi de rappeler que cet entretien, qui a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a permis d'évoquer des sujets importants et graves. Il s'agit, d'une part, de faire revenir l'Iran au respect des garanties qu'elle doit à l'Agence internationale de l'énergie atomique au titre du traité qu'elle a signé et qui ne sont pas respectés. Il s'est agi, d'autre part, lors de cet entretien, d'appeler l'Iran à réfléchir une dernière fois avant de ne pas accepter l'accord sur le JCPOA, comme on l'appelle, c'est-à-dire permettre le retour à un accord visant à éviter que l'Iran atteigne le seuil nucléaire. C'est l'intérêt de tous. Enfin, Madame la députée, le président n'a pas manqué de rappeler ce que nous pensons du régime iranien, des privations de liberté qui sont, y compris celles qui sont faites à nombre de nos ressortissants, dont il a demandé la libération immédiate. Nous avons 4 ressortissants sur place. Madame la Première ministre, le 3 mars 2017, Emmanuel Macron affirmait publiquement un principe: tout ministre mis en examen devra quitter le gouvernement. Engagement qui fut repris par Édouard Philippe, Premier ministre, et qui fut appliqué, François Bayrou s'en rappelle, quelques jours après la prise de fonction de celui-ci comme garde des Sceaux. Quelques années plus tard, il y a 2 jours, nous apprenons que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ici présent, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour des faits commis pendant l'exercice de ce mandat actuel comme ministre de la Justice. Et rien. Simplement la réaffirmation de la confiance que vous lui donnez. Madame la Première ministre, comment et quel motif a présidé au fait que ce principe présidentiel ait été renié désormais? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les sénateurs, bonjour. Madame la sénatrice de la Gontrie, merci pour votre question. J'ai envie de vous dire, puissiez-vous être aussi prompte à venir dédouaner et accompagner une personne qui, une fois mise en examen, aurait été innocentée, que vous l'êtes aujourd'hui dans cet hémicycle, à demander son exclusion pour le simple motif qu'elle est mise en examen et donc, par définition, loin d'être condamnée. Madame la sénatrice, il est souvent fait référence à une jurisprudence, celle du gouvernement Balladur, qui avait donné lieu à l'éviction systématique de tout ministre mis en examen. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que sur les 4 ministres qui, à l'époque, avaient été contraints à la démission parce qu'ils avaient été mis en examen, un seul avait été condamné, 3 auront donc été privés, injustement, en tout cas aux yeux de la justice, de la capacité qu'ils avaient de servir l'intérêt général et l'État. Je vous dis, Madame la sénatrice, gardons-nous
Gardons-nous de jeter un opprobre systématique sur les serviteurs de l'État sous prétexte qu'ils ne partageraient pas nos idées politiques, car vous savez que le nuage radioactif qui découle de telles attaques va en réalité irradier sur l'ensemble de la classe politique et de l'ensemble des serviteurs de l'État. Et qu'en définitive, c'est la démocratie qui s'en trouve attaquée et affaiblie. Vous avez, Madame la sénatrice, en tant que législateur, dans votre grande sagesse, souhaité modifier un terme dans la loi en changeant le mot « prévenu » par le mot « mis en examen ». Si vous regardez les minutes des débats au Sénat à l'époque, c'est intéressant. Il était précisé que le mot « prévenu » semblait trop indiquer que la personne était coupable ou responsable par définition de ce qui lui était encore à peine reproché. Alors que mis en examen voulait vraiment dire de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'on allait regarder s'il y avait lieu ou non de prononcer un acte de culpabilité. Donc personne, à ma connaissance, n'a été condamné. Je dirais même qu'il y a un renvoi en cassation qui a été fait dans le cadre du ministre Dupond-Moretti, ce qui veut dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il n'est même plus factuellement mis en examen puisque la démarche a été suspendue en attendant l'avis de la Cour de cassation. J'espère, Madame la sénatrice, avoir répondu à votre question. Madame de La Gontrie. Madame la Première ministre, plusieurs points. Tout d'abord, je note que le ministre qui a répondu au nom du gouvernement désavoue le président de la République et désavoue le Premier ministre Édouard Philippe, dont acte. Ensuite, je crains, et je le dis avec solennité, je crains que vous n'ayez pas très bien compris ce qui est en train de se passer. Nous parlons d'éthique gouvernementale. Nous parlons du fait que tous ici, nous sommes considérés par les citoyens français comme des personnes qui ne sont pas honnêtes. Nous avons besoin de réaffirmer l'éthique en politique. Je citerai simplement ce qu'a dit François Bayrou lorsqu'il a démissionné du gouvernement, et ce sera, je pense, la réponse la plus efficace. Il a dit « Je pars car je choisis de ne pas exposer le président de la République et le gouvernement que je soutiens ». C'est exactement ce qui est en train de se passer, sachant qu'un ministre de la Justice renvoyé devant la Cour de justice de la République pendant l'exercice de ses missions, c'est totalement inédit et cela va alimenter encore plus le populisme dans l'avenir. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre diplomatie revendique d'avoir des partenariats privilégiés avec l'Afrique. Si l'actualité la plus récente oblige à en douter, je vous concède néanmoins qu'il existe bien des échanges humains, culturels, éducatifs et économiques intemporels. Or, la décision prise par le Président de la République en Conseil de défense il y a un an de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et algériens et de 30% pour la Tunisie touche précisément ceux qui tissent et entretiennent ces liens. Cette politique du chiffre, qui se veut être la démonstration de votre volonté de réduire l'immigration, emporte deux conséquences délétères. Elle est d'abord vécue comme une punition collective par ceux qui ne présentent aucun risque migratoire, qui se rendent en France, pour certains, depuis des décennies à des fins familiales ou professionnelles. Les perdants se sentent quant à eux humiliés et en expriment une aigreur et un ressentiment dont la presse nationale se faisait encore l'écho ce matin. Ce sont ensuite des appels d'offres perdus parce que l'investisseur étranger n'obtient pas le visa nécessaire. Il se tourne vers un autre pays plus accueillant. L'Espagne, l'Autriche, l'Italie en tirent aujourd'hui des bénéfices économiques et vous en remercient. De toute évidence, les mesures mises en place depuis un an se révèlent inefficaces. Les États concernés n'ont pas accepté de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. L'immigration illégale n'a toujours pas cessé. Quant aux effets politiques et électoraux que vous en attendiez, les dernières élections ont montré la vanité de votre démarche. Il est temps de laisser à nouveau le soin au personnel expérimenté de nos consulats d'instruire les demandes dont ils sont saisis, toutes les demandes, et ce faisant, refuser celles qui doivent l'être. Il est temps de négocier des accords bilatéraux en matière d'immigration, accords sans lesquels le tissu affectif et charnel de la relation qui nous lie à l'Afrique s'estompera sans lendemain. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices, Madame la sénatrice Conway-Mouret, 3 pays du Maghreb, Madame la sénatrice, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ont fait l'objet depuis septembre 2021 de mesures restrictives sur la délivrance des visas. Ces mesures de restriction ont été décidées par le gouvernement, vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, en réponse au constat d'une forte baisse du nombre de laissez-passer consulaires délivrés par ces pays dans le cadre des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire par le ministère de l'Intérieur. Je tiens à souligner que les discussions récentes entre les ministres de l'Intérieur français et des pays concernés en matière de coopération migratoire
sont positives. Il y a une réelle amélioration de la situation et qu'elles se poursuivent de façon constructive. Le ministre de l'Intérieur comme moi-même, nous nous en réjouissons. Nous progressons encore tout récemment, il y a quelques jours à peine, avec le Maroc, et nous souhaitons pouvoir continuer d'avancer afin de mettre un terme à cette situation. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les mesures restrictives qui avaient été mises en œuvre l'ont été avec le souci de préserver au maximum les publics prioritaires, notamment les étudiants, les entrepreneurs, les artistes ou d'autres. Et enfin, au-delà du sujet spécifique de ces mesures et de leur évolution en cours ou à venir, je ne méconnais pas l'enjeu des délais de traitement des demandes de visa dans nombre de nos consulats. Ils sont parfois trop longs, c'est vrai, nous l'entendons de tous côtés, mais ils le sont tout simplement après 2 années contraintes par la pandémie de Covid-19. Donc le ministère est mobilisé pour les réduire. J'ai décidé que des renforts seront envoyés dans les pays qui en ont le plus besoin et je créerai rapidement un centre de soutien spécifique dédié à ces missions. Je vous remercie. Madame Conway-Mouret. Je crois qu'au vu de la montée du sentiment anti-français sur le continent africain, je crois qu'il est urgent d'agir. Et lorsque la politique migratoire touche aux relations entre États, je crois qu'elle ne peut pas être le seul fait du ministère de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, toutes les enquêtes convergent pour dire que cette rentrée universitaire va être la plus chère de ces 20 dernières années. L'UNEF chiffre la hausse du coût de la vie étudiante à 400 € avec les frais d'inscription qui explosent et le prix des pâtes, base de l'alimentation des étudiants, qui augmente de 21% en un an. 56% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim. 56%. À Lille, 1/3 des étudiants vit déjà sous le seuil de pauvreté. Oui, en France, les étudiants ont faim et l'inflation sonne comme un coup de grâce pour eux. Oui, en France, les étudiants ont froid. Ils vont subir un nouvel hiver dans les logements du Crous délabrés, encore moins bien chauffés cette année. Oui, en France, les étudiants ont peur. Le traumatisme du distanciel ressurgit. Des universités comme celle de Strasbourg prévoient une fermeture pour faire des économies d'énergie. Peur également de formats sup, algorithmes opaques qui les hantent, de la sélection en master, véritable épée de Damoclès. Le gouvernement fait des annonces, mais elles sont sans commune mesure avec l'ampleur, la gravité et l'urgence de la situation. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Les étudiants sont-ils encore une priorité pour ce gouvernement? Et quelle université voulons-nous pour demain? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je voudrais vous remercier de remettre ce point au... Ah, merci, pardon, je ne vous avais pas vu, j'étais de dos, excusez-moi. Je voudrais vous remercier en cette rentrée avec le contexte de l'inflation. C'est une vraie question. Alors, je vais directement répondre à votre dernière question. Oui, les étudiants restent au cœur de la priorité de notre gouvernement, clairement au cœur, les étudiants et notre jeunesse. On a répondu en partie déjà avant l'été par des mesures d'urgence qui sont appliquées actuellement. Je voudrais quand même vous les rappeler parce qu'il est bon que tous les connaissent. Le premier, vous avez parlé de l'augmentation des frais d'inscription. Nous avons gelé les droits d'inscription et ceci depuis plusieurs années, comme les gels des loyers des Crous ont été aussi gelés. Le second, c'est l'augmentation des 4% de la revalorisation des bourses pour les boursiers. Puis ensuite, le 3,5% pour les APL. Dans le cadre des étudiants boursiers ou les étudiants qui ont aussi bénéficié d'aides annuelles du Crous ou tous les étudiants APL, une aide exceptionnelle de solidarité de 100 €. Et puis évidemment, la suite du repas à 1 € pour toute l'année universitaire. Ce repas à 1 €, c'est 100 € d'économie par mois pour un étudiant. C'est plus de la moitié des étudiants qui sont touchés par ces mesures d'urgence à la rentrée. Et je voudrais passer un message parce que je suis d'accord avec vous, c'est important. Un étudiant qui est aujourd'hui en précarité, il s'adresse au Crous et pourra avoir accès au repas à 1 € et des aides très vite, rapidement,
et des aides d'urgence. Pour les problèmes énergétiques, le message est clair pour tous les établissements, pas au détriment des étudiants, pas de remise à distance des enseignements et pas de blocage de gros projets d'investissement de nos établissements, en particulier pour la rénovation thermique, énergétique et pour le plan de sobriété. Les messages ont été passés et les établissements seront accompagnés au cas par cas pour que justement cela ne se reproduise pas. Je vous remercie. Madame Filleul. Oui, Madame la Ministre, merci de votre réponse, mais malheureusement, changer quelques paramètres comme vous le suggérez n'est pas suffisant. Je vous donne quelques exemples. 77% des étudiants sont exclus de l'aide au repas à 1% et la majorité des boursiers à 1 euro. Et la majorité des boursiers perçoit le 0 bis, soit la somme dérisoire de 100 € mensuels. Il faut, Madame la Ministre, une refonte complète du système des bourses, comme le président Macron s'y était engagé en 2017, car le système des aides sociales aux étudiants est à bout de souffle. On ne peut pas plus longtemps faire l'économie de ne pas investir dans la jeunesse. Merci. Merci.